commencer notre cours. Donc, on va commencer notre cours qui, on va déterminer la distribution d'échantillonnage. Bonjour, Fidine. Donc, distribution d'échantillonnage. La distribution de qui? De l'échantillon. On va déterminer la loi des variables, des estimateurs de la moyenne. Je vais partager avec vous l'écran. Donc, de la moyenne empirique, de la variance empirique corrigée et de la proportion empirique. Et donc, notre objectif dans ce cours, on va déterminer, puisque c'est une somme, un mélange des variables aléatoires, donc cet estimateur-là, forcément, c'est une variable aléatoire. Notre objectif est de trouver cette variable aléatoire, qu'est-ce qu'elle suit en fait quand. Et est-ce qu'on a une influence sur la taille de l'échantillon, oui ou non? Tout d'abord, on va retenir qu'on prend un échantillon ou une échantillon tel que x1 jusqu'à xn, un vecteur de variable aléatoire, qui suivent la même loi quelconque d'espérance bien déterminée m, d'espérance m et de variance sigma au carré. Et soit x1 jusqu'à xn, une réalisation de cet échantillon-là. Alors, on a estimé la moyenne empirique par l'expression suivante, x et n bar, c'est la moyenne, c'est la somme des variables aléatoires x1 jusqu'à xn divisée par n. Et qui est un estimateur de n, son estimateur x et n bar, et la moyenne observée dans une réalisation de l'échantillon. Et pour la variance empirique, on a utilisé la variance empirique corrigée, car on a trouvé le premier estimateur 1 sur n, la somme de i égale jusqu'à n des xi moins xn par le tout au carré. C'est un estimateur biaisé. Et donc, on a corrigé de cette façon-là. On a divisé par 1 sur n moins 1 et on a trouvé que Sn au carré, c'est un estimateur sans biais. Aussi, on a utilisé pour estimer la proposition empirique, c'est la moyenne des variables aléatoires x1 jusqu'à xn sur n, avec xi, elle suit la loi de Bernoulli du paramètre p, et n, la taille bien sûr de l'échantillon. Notez aussi f, donc pn, ou bien on le note pn chapeau, ou bien on le note par 1. C'est un estimateur de la proportion p, et on va déterminer cette proportion-là de la loi de Bernoulli. Voilà, on va commencer tout d'abord par la distribution d'échantillonnage de la moyenne empirique. Donc, on définit la variable aléatoire qui, chaque n échantillon, associe sa moyenne échantillonnale, on le note x et n bar. On cherche à caractériser la variable aléatoire x et n bar par sa moyenne, sa variance et sa distribution de probabilité. Donc, à chaque fois, on va déterminer la moyenne, la variance et la distribution de probabilité si elle existe. Donc, voilà. On va prendre x et n bar. Le x et n bar, c'est la moyenne des variables aléatoires. E de x et n bar, on a déjà calculé qui est égal à E de x. Or, on a défini E de x. E de x est égal à n. Et la variance x et n bar, c'est la variance de x sur n. Donc, c'est sigma au carré sur n, car sigma, c'est la racine carrée de la variance, comme on a déjà dit. Donc, en effet, on va rappeler la formule de calcul du x, E du x et n bar. On va remplacer le x et n bar par son expression. Voilà, x et n bar par 1 sur n, la somme de i égale à 1 jusqu'à n du xi. Puisque notre espérance, elle est linéaire, donc le 1 sur n, c'est une constante, donc elle va sortir de l'espérance. Somme des xi. Aussi, on a l'espérance linéaire. Donc, l'espérance de x plus y, si x et y sont deux variables, l'espérance de x plus y est égale à E de x plus E de y. Dans la dernière ligne, donc, c'est 1 sur n la somme de i égale à 1 jusqu'à n de E de xi. Mais puisque les xi sont
de même loi. On a pris n échantillons, c'est-à-dire de même loi. Donc, n est égal à 1 sur n fois n. M. Donc, e du x plus e du x plus e du x, elle se répète n fois. Donc, c'est pour cela, on a n fois m. Et finalement, on simplifie par n, on obtient m. La variance aussi, donc v de x et m bar est égal à 1. Variant, on va remplacer le x et m bar par son expression, qui vaut 1 sur n, la somme du i égale à 1 jusqu'à n des x et i, qui est égal à 1 sur n au carré. Il faut faire attention que notre espérance, notre variance n'est pas linéaire. Donc, je vous explique pourquoi elle n'est pas linéaire. Si vous prendre a x plus b y, avec x et y, deux variables aléatoires indépendantes, voilà. Alors, cette variance-là, c'est égal à a au carré. Vous remarquez que la constante sort au carré, donc fois variance de x, bien sûr, en tenant compte que la x et y sont indépendantes. Donc, plus b au carré fois i, fois variance de y. Voilà. On va appliquer ceci à notre expression. Donc, voilà, donc est égal à 1 sur n fois la variance de la somme des x et i. Donc, voilà. Donc, c'est 1 sur n au carré. La somme de i égale à 1 des variances des x et i. Je répète que les x et i sont de même loi. Donc, ils ont la même espérance, la même variance, la même fonction de caractéristique, la même fonction de répartition. Et donc, elles ont les mêmes paramètres. Donc, 1 sur n au carré, c'est la somme de variance de x1, v du x plus v du x plus v du x. On répète n fois. Donc, 1 sur n au carré fois n sigma au carré. Je vous rappelle que la variance, c'est l'écart au carré. Et donc, on simplifie par n, on nous reste sigma au carré sur n. Donc, pour déterminer maintenant la distribution de probabilité de x et n bar, donc notre objectif pour le moment est de déterminer x et n bar. Nous allons distinguer deux cas, celui de grand échantillon et celui d'un petit échantillon. Un grand échantillon, c'est-à-dire n supérieur à 30, et celui de taille petit, donc n inférieur strictement à 30. Et à chaque fois, on discute si n supérieur à 30, si n inférieur à 30. Mais avant tout ça, on va rappeler un théorème génial, ce qu'on appelle le théorème de centrale limite, ou théorème de limite centrale, TCL. Ce cas-là, pour n, et ce théorème est appliqué pour n supérieur à 30. Ce théorème-là est applicable pour un taille d'échantillon plus grand que 30. Et donc, si on prend n variables aléatoires qui suivent les mêmes lois, ils sont indépendantes identiquement distribuées, c'est-à-dire ils ont la même loi, d'espérance n et d'écart type sigma. Et avec le m et sigma sont bien sûr finis. Alors, pour n est assez grand, c'est-à-dire pour n plus grand que 30, alors je peux confirmer que la somme des variables aléatoires suit la loi normale de moyenne n fois m, de moyenne n fois m, et d'écart type racine carrée de n fois sigma. Alors, je vous rappelle, on n'a pas une condition selon le choix de la variable aléatoire, mais on a une condition sur le choix de la taille de l'échantillon. On va prendre n supérieur à 30, quelle que soit la variable étudiée. Alors, la somme des variables aléatoires, ces variables aléatoires indépendantes, c'est la somme de i égale à 1 jusqu'à n des x et i, suit la loi normale. Donc, il faut retenir qu'elle suit la loi normale de moyenne n fois m et d'écart type racine carrée de n fois sigma. Donc, voilà, y va suivre la loi normale n fois m de moyenne n fois m et d'écart type racine carrée de n fois sigma. Donc, en appliquant le théorème central limite, la loi normale est une bonne approximation de la loi de x et n bar pour un taille assez grand. Donc, la loi normale est une bonne approximation de la loi x et n bar. Voilà. On va passer maintenant à une proposition. Donc, comme notre objectif de déterminer la distribution de la moyenne empirique au premier cas, donc, de même, on a une proposition qui est la suivante. Donc, si on prend un n échantillon,
c'est-à-dire si on parle d'un n échantillon, c'est-à-dire les n variables aléatoires sont indépendantes et identiquement distribuées, c'est-à-dire ils ont le même loi que x. Et elle est quelconque. Le choix maintenant est quelconque. Il faut faire attention. Donc, le choix de la variable est quelconque. Sachant que son espérance vaut m et son écart type vaut sigma. La moyenne empirique de n échantillons aléatoires est définie par x et n bar, c'est la moyenne des variables aléatoires, avec e de x et n qu'on a déjà calculé. Échantillon, c'est-à-dire pour n assez grand, n supérieur à 30. On a x et n bar, elle suit, donc x et n bar, elle suit la loi nm sigma sur racine carrée de n. Donc la question, comment on a obtenu nm sigma sur racine carrée de n. Donc j'ouvre les parenthèses pour vous rappeler que, donc voilà, donc c'est... Je vais expliquer, donc je vais partager avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Que la somme, donc Y, elle suit la loi. Je vous rappelle que Y, c'est la somme des variables aléatoires. La somme de I égale à 1 jusqu'à n des X et I. Des X et I. Et donc, cette loi, pour n assez 30, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 30, d'après le théorème de limite centrale, donc d'après le théorème de limite centrale ou centrale limite, qu'est-ce qu'on a? On a Y, elle suit la loi de moyenne n fois m et d'écart type n fois sigma. Et donc on va appliquer le résultat. Donc qu'est-ce qu'on va? On va déterminer la loi de x et n bar. Donc, la loi de x et n bar, c'est tout simplement, c'est y sur n. Et donc, ok, très bien. Okay. Donc, x et n bar est égal à y sur n. Et donc, c'est, voilà, donc, si on a, je vous rappelle, si on a x, elle suit la loi n de moyenne m prime et d'écart type sigma prime, alors x moins a sur b, elle suit la loi n, et si de moyenne devient m prime moins a sur b, donc m prime moins a sur b. Et d'écart type, je m'excuse, l'espace est insuffisant, et d'écart type est égal à sigma prime sur b. D'écart type sigma prime sur b. Et voilà, on va appliquer ceci. Donc, on va appliquer. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a y sur n. Donc, on a dans ce cas-là le a égal à 0 et le b est égal à n. Et on va remplacer dans notre expression. Donc, d'après l'écriture, n, elle suit n fois m sur n. Donc, n fois m sur n, on simplifie par n, il nous reste m. Et maintenant, il faut faire attention, c'est racine carrée de n sigma. Et si on va diviser par la même constante, on a divisé par b, sigma prime sur b. Donc, son écart, sigma prime sur b. Dans notre cas, le sigma prime, c'est racine carrée de n sur sigma fois sigma. Donc, on va diviser par n. Voilà. Et on va simplifier. Donc, ici, je vous rappelle, donc n fois m sur n. Je simplifie par n ici. Je simplifie racine carrée de n et n. Qu'est-ce qu'on va trouver? Allez-y, j'attends vos réponses. Oui, prendre la parole. Écart type sur n, sur racine de n. Ça, très bien.
Très bien. Donc, sigma sur racine carrée de n. Et voilà. Donc, x et n bar, finalement, il vaut m fois sigma sur racine carrée de n. Mais, bien sûr, on a dit qu'on a, pour lire les tables de la loi normale, alors on n'a pas de loi normale, mais on a pour la loi normale centrée réduite. Donc, le quart réduit, donc je vais parler du quart réduit. Donc, le quart réduit, d'après cette écriture-là, donc x et n bar moins la moyenne sur l'écart type, sur sigma racine carrée de n. Donc, en utilisant cette formule-là, qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est rien d'autre que la loi normale centrée réduite. Et donc, on l'appelle variable aléatoire réduite, Z, c'est x et n bar moins m sur sigma racine carrée de n, qui suit la loi 0n0. Voilà, on va passer maintenant au cours. Donc, on va voir z est égal à x et n bar moins m sur sigma racine carrée de n, qui suit la loi normale centrée et réduite. Donc, on remarque, si la variance sigma au carré est inconnue, il suffit de l'estimer par S au carré, par l'estimateur ponctuel, 1 sur n moins 1, la somme de i égale à 1 jusqu'à n, avec les x et i sont les réalisations données, et x bar, c'est la moyenne des réalisations tout au carré. Et donc, si on ne connaît pas la variance sigma au carré, il suffit de remplacer le sigma par son expression, c'est la racine carrée de 1 sur n moins 1, puisque l'estimation de la variance, c'est sigma au carré, elle vaut s au carré. Donc, on va mettre le racine carré de cette estimation ponctuelle là. On aura donc x et n bar, elle suit la loi nm. On va remplacer le sigma par son estimation ponctuelle. Et voilà, dans l'écart réduit, elle va être remplacée par son estimation ponctuelle qui suit la loi N01. Donc, d'une façon générale, si vous ne connaissez pas sigma, on va l'estimer à partir de l'échantillon, à partir de la réalisation autrement dit. Si vous avez trouvé la valeur de la moyenne de l'échantillon, la moyenne de la réalisation, et donc vous remplacez dans la formule pour trouver SOK. On a déjà fait ce calcul-là dans la cité. Donc on va prendre un exemple, soit un lot de 500 chocolats. Le poids d'un chocolat est une variable aléatoire d'espérance M, donc c'est une variable d'espérance M quelconque, et de variance sigma au carré est égal à 0,5. Donc, il faut faire attention, c'est sigma au carré égale à 0,5. Quelle est la probabilité qu'une boîte de 50 chocolats, donc voilà, 50 chocolats issus de ce lot, ait un poids moyen supérieur à 5,2. Donc, qu'est-ce qu'on doit chercher tout d'abord? Qu'est-ce qu'on va calculer? C'est la probabilité de qui? La probabilité qu'une boîte de 50 chocolats. Donc, quelle est tout d'abord la taille de l'échantillon? N à quoi est égal? J'attends vos réponses. 50, monsieur. C'est bien, donc, très bien. Donc, la taille de l'échantillon. Donc, comme vous voyez, on va déterminer tout ce qui est nécessaire pour le calcul. Donc, la taille de l'échantillon est nécessaire. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Que 50, est-ce que je peux appliquer le théorème de limite centrale? Oui, la car taille c'est... de l'échantillon, oui, supérieure à 30, voilà. Donc, je peux appliquer le théorème de limite centrale. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que Z est égal à x et n bar Moins M. moins la moyenne. Dans notre cas, la moyenne à quoi égale, d'après vous? Donc, c'est m égale à 5. Donc, moins 5. On va remplacer la moyenne par l'expression. Donc, m égale à 5. Sur, attention ici, sur l'écart. Donc, l'écart, c'est sigma racine carrée de n. Sigma sur racine carrée de n.
Or, sigma ici, si on a donné sigma au carré, on n'a pas donné sigma. Donc, il faut faire 0,5. attention. Il ne faut pas dire racine carrée, très bien, de 0,5 sur la taille de l'échantillon qui vaut 50. Et voilà. Donc, le sigma au carré est connu. Le taille de l'échantillon est assez grande, donc elle suit la loi N0, N01. Mais attention, ici, il ne veut pas Z, il veut la probabilité que la boîte de 50 chocolats issue de ce lot est X et N bar, la moyenne, avec le N dans notre cas égal à 50, X 50 bar, va dépasser 5. Réduite. Est calculé pour l'écart réduit, qui est égal à x n bar moins 5. Donc, on va appliquer ces résultats-là. Donc, on va retrancher de droite à gauche. Bien sûr, moins 5. Divisé par une quantité qui est positive. Donc elle reste le signe. Donc, c'est signe positif. Donc, c'est racine carrée. On va diviser à gauche et à droite par 0,5 sur 50. C'est la taille de l'échantillon. Voilà, de même sur racine carrée de 0,5 sur 50. Et donc, voilà les grandes lignes. On va passer au calcul. Comme vous voyez, ici, je vais passer, si vous n'avez pas de questions à poser, on va passer au calcul. Donc, la taille de l'échantillon supérieure à 30. Donc, X, elle suit la loi de moyenne M et des cas de variance 0,5. Alors, par le théorème limite centrale, X et N bar, elle suit NM sigma sur la sigma carré de N, et Z, elle suit la loi X et N, le Z des carré de lui, X et N bar moins Z sur sigma racine carré de N, elle suit la loi normale centrée réduite. Et le calcul de probabilité, comme vous voyez, comme on est déjà mettez probabilité de Z supérieure à ou égale à 5,2 moins 5 sur racine carrée de 0,5 sur 50. Après calcul, on va trouver qui est égal à 2. Probabilité, on va calculer P de Z supérieur à 2. Et donc, comment je peux lire la valeur de la table? Je vous rappelle la lecture de la table. Donc, je sais que 2 s'écrit sous la forme 2,0 plus 0,00. Et donc, c'est l'intersection de la ligne qui contient 2,0, donc cette ligne-là, avec la colonne qui contient 0,00. Avec la colonne, la première colonne, bien sûr, la première colonne, c'est 0,00. Et on va lire cette valeur-là, on va trouver, c'est exactement 0,022, approximativement à 10-3 près. Et voilà la valeur de probabilité demandée. Donc, on a traité le cas où n supérieur à 30, on va traiter le cas où n inférieur à 30. Nous nous plaçons alors exclusivement dans le cas où la plupart de la population est normale. Donc, si vous avez la taille de l'échantillon n inférieure à 30, donc
on doit supposer que la distribution elle suit la loi normale. Donc, X, elle suit la loi normale. Contrairement, pour le cas n supérieur à 30, elle est indépendante de la loi choisie. Donc, pour n inférieur à 30, il faut supposer que la loi est normale. Sinon, on ne peut pas estimer. Donc, pour des phénomènes aléatoires traités général, on ne sait pas d'avance quelle est la loi utilisée. On utilise un taille d'échantillon plus grand que 30 pour estimer les paramètres. Nous nous plaçons donc dans ce cas-là, donc en le cas où x suit la loi normale, de moyenne m et de variance sigma au carré. Nous allons encore distinguer deux cas, celui où sigma est connu et celui du cas sigma est inconnu. Donc la taille de l'échantillon n est inférieure à 30, on doit proposer que la distribution de la population, elle suit la loi normale. Oui, sigma est connu, donc on a la proposition suivante. Donc, x suit la loi normale, nm sigma, donc les variables aléatoires x, y suivent tous la même loi x que x, et pour tout i entre 1 et n, alors les xi sont de loi de moyenne normale de moyenne m et d'écart type sigma, alors x et n bar, elle suit d'après après calcul, on va trouver que x et n bar, elle suit la loi nm sigma sur racine carrée de n, et dans son écart réduit, x et n bar moins m sur sigma racine carrée de n, elle suit la loi normale centrée réduite. Donc, presque la même valeur, mais on a supposé que la distribution de la population, elle suit la loi normale. Donc, je vais expliquer, on va démontrer pourquoi x et n bar, elle suit nm sigma sur racine carrée de n. Donc, voilà, on va revenir à notre écran. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, je vais effacer quelques parties. Donc, on a dit que si, voilà, si donc x et n bar, si vous avez une variable aléatoire x, elle suit la loi normale n m sigma, et vous avez une autre loi qui suit la loi normale de moyenne m prime et d'écart type sigma prime, alors x plus y, elle est normale aussi, si bien sûr x et y sont indépendants. Bien sûr, x, on dit symboliquement x indépendant de y, alors x plus y, elle suit la loi aussi normale. Donc la somme des lois normales est une loi normale. De moyenne, on va sommer les deux moyennes, m plus m', et d'écart type racine carrée de sigma au carré plus sigma prime au carré. Donc ici, si on applique à notre proposition, si en particulier le m égale à m' et le sigma égale à sigma prime, qu'est-ce qu'on obtient? Si m égale à m', sigma égale à sigma prime. Puis la loi normale de m et d'écart type racine sigma et c'est bon.
Voilà. Imaginons que vous avez x plus y plus z. Donc, la somme fois sigma. Et donc, si on divise par n, comme j'ai déjà expliqué. Non, monsieur. شيء الصوت متقطع كان. أنا يجي دقيقة ونص ما نسمع في شيء. Ok, donc je vais rappeler, donc si x elle suit la loi nm sigma, et y elle suit la loi normale de moyenne m' sigma prime, alors si x et y sont indépendants, alors la somme de deux lois normales est une loi normale aussi, de moyenne m plus m', on va sommer les deux moyennes, et d'écarter par racine carrée de la somme de deux variances, c'est-à-dire sigma au carré plus sigma prime au carré. Dans le cas où je suppose que m égale à m' et sigma égale à sigma prime, alors x plus y, elle suit la loi normale de moyenne de m, donc m plus m est écarté par racine carrée de 2 fois sigma au carré. Donc c'est égal à racine carrée de 2 fois sigma. Par analogie, on va montrer pour la somme des n variables aléatoires qui sont, donc pour vous remarquez ici, on a x et y, deux variables aléatoires, ils sont de même loi normale de moyenne m et d'écart type sigma, car on a supposé m égale à m' et sigma égale à sigma prime. Alors x plus y, elle suit la loi normale de moyenne de z et d'écart type racine carrée de 2 fois sigma. Pour n variables aléatoires, la somme de n variables aléatoires, elle suit la loi normale de n fois m et d'écart type racine carrée de n fois sigma. Et donc, si je divise par n, on a déjà appliqué, donc on va diviser ici par n et on va diviser ici par n. Et donc, x et n par, si la distribution, elle est normale, de même loi, de moyenne m et d'écart type sigma. Donc, on simplifie par n, il nous reste m ici. Et on simplifie par racine carrée de n et n. On obtient sigma sur racine carrée de n, la proposition demandée. OK? Donc, dorénavant, x et n bar, elle suit la loi normale de moyenne m et d'écart type sigma sur racine carrée de n. Il ne faut pas oublier cette distribution. N inférieur à 30, elle suit la loi normale. Pour supposer une loi la loi de Poisson, on peut supposer la loi géométrique, je peux supposer une exponentielle, la loi uniforme. Donc, que x et n. Et de même pour n inférieur à 30, elle suit aussi nm sur racine carrée de n, mais il faut faire attention que la loi, elle est normale, contrairement dans le cas n supérieur à 30. Et donc, puisqu'on va travailler sur la loi normale centrée réduite, donc l'écart réduit, et c'est égal x et n bar, moins la moyenne sur l'écart, c'est-à-dire sur sigma racine carrée de n, elle suit la loi normale centrée réduite. On va prendre un exemple. Le responsable d'une entreprise a accumulé depuis des années les résultats à un test d'habitude à effectuer un certain travail. Les résultats au test d'habitude sont distribués suivant une loi normale de moyenne égale à 150 et de variance 100. On fait passer le test à 25 individus de l'entreprise. Quelle est la probabilité que la moyenne de l'échantillon soit entre 146 et 154?
Donc, la question ici, quelle est la taille de l'échantillon? Quelqu'un d'entre vous? À quoi égale n? 25, Très bien. Donc, la taille de l'échantillon, 25. À quoi égale la moyenne? 150, Très bien. Et à quoi égale la variance? Allez-y. 100. 100. Donc, sigma au carré égale à 100. Il faut pas mettre de faute. Donc, c'est 100. Et donc, qu'est-ce qu'il veut déterminer? Quelle est la probabilité que la moyenne de l'échantillon, lorsque je parle de la moyenne de l'échantillon, c'est-à-dire x et n bar. Il veut que x et n bar, la probabilité pour que x et n bar, là, la moyenne de l'échantillon, soit comprise entre 146 et 154. Voilà. Il veut calculer cette probabilité-là. Et donc, on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin? Je sais que x et n bar, ensuite, je sais que x et n, les x et y sont de même loi normale, donc vous remarquez qu'ils sont de même loi. La taille de l'échantillon, elle est petite, donc on se passe que la supposition habituelle, c'est la loi normale. Donc, la somme des lois normales, c'est une loi normale, donc x et n bar, c'est une loi normale, mais je lire à partir de la table de la loi normale centrée réduite. X et n bar, moins la moyenne, moins z, sur l'écart type, donc de x et n bar, c'est-à-dire sigma, sur racine carrée de n. Et dans notre cas, on sait la valeur de sigma, on sait la valeur de n et on sait la valeur de m. Donc, on va remplacer. Donc, c'est x et n bar moins 50, moins, je m'excuse, 150, moins 150, divisé par sigma sur racine carrée de n. Donc, c'est 10 sur 10 125. sur 150. Sur la racine carrée de 25 qui est égale à 100. Et donc, il nous reste seulement le calcul. Donc, ici, on va calculer. Pour calculer, il faut transformer x et n bar à une loi normale centrée réduite. Donc, on va trouver x et n bar, donc probabilité de z. Donc, z, on va retrancher à droite et à gauche de la même expression. C'est 146 moins 150. 146 moins 150. 146 moins 150. Divisé par bien sûr, 10 sur 5, c'est 2. Divisé par 2. De même, 154 moins 150 divisé par 2. Après calcul, on va trouver les expressions suivantes. Voilà. P de Z, donc voilà, 10 sur racine carrée de donc probabilité pour que Z soit entre moins 2 et 2. Donc, on peut calculer directement, ou bien on va passer par l'écrire que probabilité pour que Z entre moins 2 et 2 est égale à 1, moins la probabilité pour que Z supérieur à 2, moins la probabilité pour que Z inférieur à 2. Ou bien, je peux lire ici, donc c'est la ligne qui nous permet de lire ceci. Je sais que probabilité pour que Z soit entre moins 2 et 2, si la probabilité pour que Z inférieure à moins 2, inférieure à 2, moins la probabilité pour que Z soit inférieure à moins 2.
Et donc, si vous remplacez, on a besoin de la table supérieure, c'est-à-dire la probabilité pour que Z supérieur est une constante. Ce n'est pas inférieur. Donc, on va utiliser la probabilité complémentaire. Donc, P de Z inférieur à 2, c'est 1 moins la probabilité complémentaire. Donc, c'est 1 moins la probabilité pour que Z supérieur à 2, moins 1 moins la probabilité pour que Z supérieur à 2. On va obtenir 1 moins 2 fois la probabilité pour que Z supérieur à 2. Pourquoi on a écrit 1 moins 2 fois la probabilité pour que Z supérieur à 2? Ici, je vous rappelle que Z, c'est une loi normale centrée réduite. Donc, elle est symétrique. Donc, si je note ici, c'est moins 2. Ici, c'est 2. Ici, si on a la probabilité pour que Z inférieure à moins 2, c'est probabilité pour que Z inférieure à moins 2. Donc, c'est cette partie hachée-là de l'aire de la courbe limitée par la droite x égale à moins 2 et l'axe des abscisses et la courbe. Cette l'aire-là, elle vaut l'aire de la partie suivante colorée en, c'est-à-dire la probabilité pour que Z inférieur à moins 2 est égale à la probabilité pour que Z supérieur à 2. Donc, on a écrit. Oui, monsieur? Oui. Est-ce que c'est clair ou non? Oui, Donc, c'est- ceci, Oui. c'est la probabilité pour que Z supérieur à 2. Et ici, c'est la probabilité pour que Z inférieur à moins 2. Donc, ils sont égaux ces parties-là. Et on va remplacer. Donc, s'il vous plaît, dorénavant, vous pouvez utiliser directement. Si vous avez probabilité pour que Z, utilisez la formule suivante. Si vous avez la probabilité pour que Z soit entre moins A et A, entre moins A et A, est égal à 1 moins 2 fois la probabilité pour que Z supérieur à A. Donc, on peut utiliser directement cette formule-là qu'on a déjà déterminée dans le chapitre 1, les lois continues. Et donc, on va appliquer, c'est 1 moins 2 fois la probabilité pour que Z supérieur à 2, c'est 1 moins 2 fois 0,22 qu'on a déjà calculé, qui est égal à 0,956. 0,956. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va. C'est bien. On va passer maintenant. Le cas où sigma est inconnu. Le cas où sigma est inconnu, la variance sigma au carré est inconnue, il suffit de l'estimer par S au carré est égal, si la variance est inconnue, on va l'estimer par 1 sur n moins 1, la somme de i égale à 1 jusqu'à n des xi. Xi ici, c'est la réalisation de la variable aléatoire xi, moins la moyenne des réalisations, le tout au carré. Donc, ici, il faut faire attention. Si n inférieur à temps, vous ne connaissez pas sigma, alors la distribution, on ne peut pas déterminer la loi de x et n bar, mais on peut déterminer la loi de l'écart réduit, c'est x et n bar moins m sur s racine carrée de n, elle suit la loi de Student à n moins 1 degré de liberté. Donc, la loi de Student à n-1 degré de liberté. Donc, dorénavant, on va utiliser, si on parle au pire de cas, c'est-à-dire, on a tout d'abord n inférieur à 30, et on a sigma est inconnu, l'écart type est inconnu, alors l'écart réduit t qui est égal à x n bar moins m sur s racine carrée de n, elle suit la loi de Student à n-1 degré de liberté. Et voilà, on va passer de la lecture de la table de la loi normale centrée réduite à la lecture de la table de la loi de Student à n-1 degré de liberté. Donc, il faut faire attention à la taille de l'échantillon et est-ce que sigma est connu ou bien inconnu.
Si elle est connue, donc le problème est résolu. On a déjà traité, elle suit la loi normale. Si sigma est inconnu, elle suit la loi de Stoner à n-1 de degré de liberté, avec n, c'est la taille de l'échantillon qui est inférieur à strictement à 30. Donc, pour le cas n inférieur à 30 et la loi PI quelconque, alors le théorème de limite centrale ne s'applique pas et on ne peut pas déduire la loi du XN bas. On ne peut pas déduire la loi du XN bas car on ne peut pas appliquer le théorème de limite centrale. On va prendre un exemple. On détecte que l'âge auquel apparaissent les premiers mots de vocabulaire chez l'enfant suit une loi normale de moyenne 12 mois et de variance inconnue. On prend un échantillon de taille 25, alors donner la probabilité que l'âge moyen dans l'échantillon soit supérieur à la variance sur l'échantillon. Monsieur, ما كناش نسمعوا فيك. Question, monsieur, ما كناش نسمع. Ok, je vais répéter d'une autre façon. Donc, on détecte que l'âge auquel apparaissent les premiers mots du vocabulaire chez les enfants suit la loi normale de moyenne 12 mois et de variance inconnue. Donc, la variance ici est inconnue. Il faut faire attention. Donc, variance inconnue. On prend un échantillon de taille 25. Donc, la taille de l'échantillon égale à 25 est inférieure à 30. Donc, inférieure à 30, strictement à 30, et la variance est inconnue. Donc, on va passer automatiquement à quoi? Au cas de lecture de la table de la loi de Stoner. On va déterminer l'expression de l'écart réduit. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on veut calculer? On veut calculer la probabilité que l'âge moyen dans l'échantillon soit supérieur ou égal à 14. Me dites à quoi égal? لازم نطلعوا الفاريانس كيكا. Comment, monsieur? Allez-y. Donc, qu'est-ce qu'on va calculer? Il veut calculer la probabilité de quoi? Donc, on met P de quoi? Il veut calculer la probabilité que l'âge moyen, dans quoi? Dans l'échantillon. Donc, si on parle de la moyenne de l'échantillon, on parle du XN bar. Donc, on va XN bar soit supérieur ou égal à 14. Donc, supérieur à 14, voilà. Bien sûr, on ne sait pas la loi du XN bar, mais on sait la loi de l'écart réduit. Donc, l'écart réduit, c'était dans notre cas que vous, XN bar moins la moyenne, dans notre cas, la moyenne égale à 12, moins 12, sur l'écart, sur sigma racine carrée de n. Ici, on n'a pas sigma, l'écart est inconnu, donc on doit l'estimer, mais on a dit que la variance de l'échantillon, à quoi égale? 12,8. La variance. Qu'est-ce que ça veut dire la variance de l'échantillon? C'est-à-dire S n au carré directement est égal à 12,8. Donc, on va remplacer. Donc, attention ici sur sigma sur racine carrée de n. Donc, on va mettre Sn ici. Ce n'est pas Sn au carré. Sn sur racine carrée de n. Donc, 12,8, c'est l'estimation ponctuelle de la variance. Ce n'est pas l'estimation ponctuelle de l'écart. Donc, on va diviser par Sn sur racine carrée de n. Donc, c'est Xn bas moins la moyenne, qui est égale à 12, sur Sn, c'est racine carrée de 12,8.
Sur 25. sur la taille de l'échantillon, très bien, Ouais. est égal à 25. Donc, cette loi-là, elle suit quoi? Elle suit la loi de Student à degré de combien de liberté, degré de liberté? À n-1 degré de liberté. Donc, dans notre cas, le style de la loi Student, c'est la loi de Student. Donc, n-1, donc c'est 24 degrés de liberté. Donc, de 24 degrés de liberté. Liberté, voilà. On va appliquer tous nos résultats. Voilà. Comme on a déjà dit. Après calcul, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, T, elle suit la loi de Student à n-1 degré de liberté. P de x et n bar supérieur à 14, c'est probabilité pour que T supérieur à 14 moins 12, c'est racine carrée de 12,8 sur 25. Donc, c'est la probabilité pour que T supérieur à 2,79. Comment je peux lire cette valeur-là? Donc, on va placer dans le cas de la table de Student. Ici, on va lire les probabilités. La première ligne, on va lire les probabilités. C'est la probabilité. Les valeurs de probabilité. Ici, on lit les degrés de liberté. Les degrés de liberté. Voilà, donc je vais changer un peu les couleurs pour que vous voyez les différences. Le degré de liberté se fait dans cette première colonne, là. C'est le degré de liberté, T comme degré de liberté, DDL. Et ici, on lit les valeurs, les quantités. Autrement dit, ici, les quantités. Dans notre cas, les quantités, c'est 2,79, c'est une quantité. Donc, ici, comment je peux le lire? Donc, je vais placer dans le degré de liberté égal à 24. Donc, je vais placer, dans le cas, c'est 24. 24. Donc, on met cette ligne-là. Et je vais chercher dans cette ligne la valeur approximative plus proche de 2,79. Donc, on va chercher une valeur plus proche de 2,79. Et donc, si vous avez trouvé cette valeur-là, approximative, à 2,79 de cette quantité-là, vous lire la probabilité dans cette côté, dans la première ligne, qui vaut exactement 0,005. Est-ce que vous avez compris comment on a, je vous rappelle comment on a utilisé, comment on lit les valeurs de la table. Est-ce que vous avez compris? Oui, on a. Oui, plus ou moins, monsieur, merci. Si vous n'avez pas compris une chose, je vous répète d'une autre façon. C'est bon, monsieur. Tout est clair بالنسبة اللي كان كيف certain. C'est bien. Merci. Donc, on va résumer la loi de distribution de X et N bar dans le tableau suivant. Donc, si la taille de l'échantillon supérieure à une population de loi quelconque de moyenne M et de variance sigma au carré. Donc, vous remarquez ici, que ce soit connu ou bien inconnu, la distribution de X et N bar, c'est la moyenne M. Ici aussi de moyenne M. Ici d'écart, puisque l'écart est connu, donc sigma sur racine carrée de N. Ici, on n'a pas compris, je m'excuse. Ici, ce n'est pas S, c'est S au carré, l'estimateur. C'est l'estimation ponctuelle. On va remplacer par l'estimation ponctuelle, c'est-à-dire S, c'est-à-dire X et I moins X et N bar, et tout au carré. X et I moins X et N bar.
Ici, c'est S au carré, l'estimation ponctuelle. Donc, c'est les X et la réalisation de la variable aléatoire X et Y, moins la moyenne des réalisations, c'est-à-dire X1 plus X2 minuscule jusqu'à Xn, le tout sur R. Et c'est l'expression de l'écart réduit, donc c'est Xn bar moins M sur sigma racine carré de N, S, la loi normale centrée réduite. Pour Z égale Xn bar moins M sur S racine carré de N, on a remplacé le S ici, S minuscule. Elle suit la loi normale de centrée réduite aussi. Pour N inférieur à 30, on doit passer au cas d'une population normale de moyenne M et de variance sigma au carré. Pour N supérieur à 30, pour n'importe quelle loi, donc on peut appliquer le théorème de limite centrale, mais pour N inférieur à 30, je ne peux pas appliquer le théorème de limite centrale, et donc on doit poser, on va placer dans le cas où, dans notre cas, la population, elle est normale. Aussi, on a Xn bar, donc si elle est sigma est connue, donc Xn bar suit la loi normale de INM et d'écart type sigma sur racine carré de N. Et l'écart réduit, et aussi, elle suit la loi normale centrée réduite. De même, si sigma est inconnu, donc n inférieur à 30 et sigma est inconnu, alors t égale xn bar moins m sur petit s, je m'excuse, donc c'est s, ce n'est pas l'estimateur, c'est l'estimation ponctuelle s sur racine carrée de n, elle suit la loi normale Tn-1, donc Tn-1 est une loi de student à n-1 degré de liberté. Voilà donc un genre de résumé. Vous pouvez l'appliquer dorénavant. Donc, on va passer maintenant à la distribution de l'invariance. La distribution échantillonnale de la variance S au carré. Donc, ici, pour la distribution échantillonnale de la variance, on a besoin de la distribution de la population, doit être une population normale. Nous nous plaçons alors exclusivement dans le cas où la population est normale. XL suit la loi normale de moyenne M et de variance sigma au carré. On appelle variance empirique. La statistique notée par S au carré qu'on a déjà définie, c'est égal l'écart réduit. Je m'excuse, la variance corrigée. Donc S au carré, c'est 1 sur n-1. 1 sur n, donc on a deux cas à proposer, si M est connu, si M inconnu. Si M est connu, donc si on parle de la moyenne, de l'estimation ponctuelle de la moyenne, on parle si sigma est connu ou inconnu. Si on place dans le cas la distribution de S au carré, on va parler de la moyenne est connue ou inconnue. Donc inversement, avec la distribution échantillonnale de la moyenne empirique, je parle de la variance. Est-ce que la variance est connue ou inconnue? Si je passe à l'estimation ponctuelle de la variance, je parle si M est connu ou inconnu. Si M est connu, voilà, soit x1 jusqu'à xn, un échantillon aléatoire d'une variable aléatoire x qui suit là une loi normale M sigma, comme on a déjà dit. On va passer directement au cas de loi normale. Soit la variance échantillonnale S au carré définie par S au carré est égale à 1 sur n, la somme de I égale à 1 jusqu'à n, des x et I moins m. Puisque m est connu, donc on va remplacer par sa valeur. Ici, on a E de S au carré égale à sigma au carré. Alors, la question qui se pose ici, si on a trouvé E de S au carré égale à sigma au carré, à quoi pensez-vous? E de S au carré égale à sigma au carré. Alors, S au carré est un estimateur quoi? Quelle est la qualité de cet estimateur? Son biais. Très bien. Donc, E de S au carré est égal au paramètre à estimer. Donc, l'estimateur est son biais. Vous remarquez ici que si on a la moyenne est connue, alors S au carré, on n'a pas besoin de diviser par 1 sur n-1, comme on a déjà parlé de corriger, car on a dans ce cas-là
que E de S au carré égale à sigma au carré, donc il est sans biais. Donc on n'a pas besoin de le corriger, car il est sans biais. Et donc, d'une façon générale, si Y égale à N fois S au carré sur sigma au carré, elle suit la loi de qui 2 à N degrés de liberté. Donc, si M est connu, donc N fois S au carré sur sigma au carré, elle suit la loi de qui 2 à N degrés de liberté. Ici, donc, vous pouvez remplacer le S au carré par son expression. Et vous remarquez que la somme de I égale à 1 jusqu'à N de xi moins M au carré sur sigma au carré. Donc, donc je vais expliquer. Donc, voilà. Donc, on a dit notre expression N fois S au carré sur sigma au carré. Si on remplace par son expression de S au carré, donc N fois 1 sur N, la somme des x et i moins m au carré sur le tout sur sigma au carré. Donc, sur sigma, elle entre dans l'expression du carré. Donc, k est sigma au carré, xi moins m au carré sur sigma au carré, ou bien xi moins m sur sigma, le tout au carré. Et si je simplifie le n, qu'est-ce que je vais trouver? C'est la somme des xi moins m sur sigma. Or, d'après l'expression où les xi, elle suit la loi des xi, quel que soit i entre 1 et n, elle suit la loi normale de moyenne m par convention, la loi normale de moyenne m est d'écart type sigma. Donc, xi moins m, l'écart réduit, xi moins m sur sigma, elle suit la loi normale centrée réduite. Si je note zi, cette variable réduite, zi, xi moins m sur sigma au carré, vous trouvez c'est la somme de qui? Du zi au carré. Avec les zi sont indépendants, car les xi sont indépendants. Donc, c'est les carrés, la somme des carrés des lois normales centrées réduites. Or, on a dit que la somme des carrés de lois normales centrées réduites, c'est une loi de qui 2 à n degrés de liberté. Donc, c'est une loi de qui 2 à n degrés de liberté. On met xi n2. Voilà, dorénavant, si on a m est connu, le problème est résolu car notre estimateur est sans biais. Vous remarquez que s au carré est sans biais et y égale à n fois s au carré sur sigma au carré. Elle suit la loi de qui 2 à n degrés de liberté. Vous n'en avez besoin que seulement de cette expression-là. Y égale à n fois s au carré sur sigma au carré. Elle suit la loi de qui 2 à n degrés de liberté. Donc, on va passer à un exemple. Une étude a montré que le taux de chômeurs tunisiens suit une loi normale d'espérance M égale à 1 et de variance sigma au carré égale à 42,67. Donc, le sigma ici, on veut estimer le sigma, sachant que la loi normale est de moyenne M égale à 1, c'est-à-dire la moyenne est connue. J'ai connu la moyenne de la population, c'est-à-dire la moyenne des chômeurs tunisiens. Donc, la moyenne des chômeurs tunisiens égale à 20. Et de variance sigma au carré de 42. Je m'excuse sur le taux de chômeur. Le taux de chômeur, taux de chômeur, elle suit la loi normale de moyenne M égale à 20, donc elle est connue, et de variance sigma au carré égale 42,67. Un échantillon de taille combien? 25. On a ici, on n'a pas une condition suivant la taille de l'échantillon. Si on passe à la distribution, ici, si je reviens à notre écran d'accueil, c'est la somme des variables aléatoires normales centrées réduites. On n'a pas une influence sur les tailles de l'échantillon, quel que soit le choix de la taille de l'échantillon. Zi, elle suit la loi
N01 et la somme des lois normales centrées, des carrés de la loi normale centrée en 8 est une loi de Q2 à n degré de liberté, quel que soit le choix de n. Et donc ici, il ne faut pas mélanger le cas, il faut que n supérieur à 30 ou bien n inférieur à 30. Pour la variance, quel que soit le choix de la taille de l'échantillon, on a, si m est connu, donc n fois s au carré sur sigma au carré, elle suit la loi de Q2 à n degré de liberté. Et donc, qu'est-ce qu'il veut calculer? Alors, donner la probabilité que la variance moyenne des échantillons, donc la variance moyenne des échantillons, donc la variance moyenne est donnée par l'expression de S au carré. Donc voilà, la moyenne de l'échantillon est donnée par l'expression de S au carré. Il veut calculer probabilité pour que S au carré, la moyenne des variances échantillonnales, S au carré, et il veut qu'elle dépasse quoi? Supérieure ou égale à 22,39. Donc, elle va être supérieure à 22,39. J'utilise l'expression de transformer de S au carré pour trouver la loi de Q2 à 1 degré de liberté, 22,39. Or, je sais que la probabilité, cette probabilité-là, on va le transformer pour trouver la loi de Q2 à 1 degré de liberté. Donc, c'est-à-dire à fois n fois S au carré sur sigma au carré. Je vais appliquer le même transformé à la valeur numérique 22,39. Donc, c'est 22,39 multiplié par la taille de l'échantillon. Dans notre cas, la taille de l'échantillon égale à 25 fois 25 divisé par sigma au carré. Or, on a dit que sigma au carré est égal à 42,67. Et voilà. Pour calculer la probabilité, avec n fois s au carré sur sigma au carré, ce n'est rien d'autre que la loi de Q2 à n degré de liberté. On met xi, on indice n et au carré. On dit la loi de Q2 à 1 degré de liberté. Et il nous reste seulement à calculer la probabilité demandée. Donc voilà, on a n égale à 25, et xl suit la loi de moyenne 20 et de variance 42,67. Alors la statistique y égale n fois s au carré, transformer n fois s au carré sur sigma au carré, elle suit la loi de Q2 à 1 degré de liberté, et le transformer p de n fois s au carré sur sigma au carré, supérieur ou égal 2,39 fois 25 sur 42,67, et donc probabilité y supérieure à 13,12. On a calculé à partir de calculatrice. Vous savez que les calculatrices sont autorisées au cours de l'examen et au cours de test. Donc, vous appliquez ce résultat-là pour chercher la probabilité pour la quantile 13,12. Donc, on va chercher la lecture de la table de la loi de Q2 et celui que la loi de Student, même chose. On va lire de la table, donc on va placer donc, le cas degré de liberté. Ici, on lit le 25 le degré de liberté. On va chercher dans cette lignée-là une valeur plus proche de la quantile. 13,12, c'est la quantile là. Donc, elle est proche de 13,12. Le 13,12, on va lire dans la première ligne la valeur de probabilité. Et voilà, vous trouvez que la valeur correspond à 13,12, c'est 0,975. Et voilà, vous trouvez la valeur demandée. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon. Proposition. On a pour M inconnu, donc on a testé le cas où M est connu, donc le problème est résolu. Pour M est inconnu, on a besoin de l'écart réduit. Pourquoi? Car l'estimateur 1 sur N, la somme des xi moins x et n bar. Pourquoi on a utilisé x et n bar? Le choix de x et n bar, on a utilisé la méthode de moment pour trouver les estimateurs. Par l'estimateur par la méthode de moment, on va remplacer le M par son estimateur ponctuel qui est égal à x et n bar, car le M est inconnu.
Mais on a remarqué que 1 sur n, la somme de i égale à 1 jusqu'à n des xi moins xn bar n'est pas un estimateur sans b, c'est-à-dire un estimateur baisé. Donc, on doit le corriger. Et donc, on a corrigé cet estimateur-là et on a dit que dans ce cas-là, s au carré égale à 1 sur n moins 1, la somme de i égale à 1 jusqu'à n des xi moins xn bar moins la moyenne des variables aléatoires au carré, avec e de s au carré est égal à sigma au carré. Là, le corrigé de l'estimateur est un estimateur sans biais, nous donne e de s au carré est égal à sigma au carré. Et donc, ici, comme vous voyez, y, elle suit, on va multiplier par n-1 fois s au carré sur sigma au carré. Donc, vous simplifiez par n-1, vous trouvez la somme de i égale à 1 jusqu'à n des xi moins xn bar fois sur sigma au carré. Et dans notre cas, dans ce cas-là, on ne connaît pas xi moins xn bar sur sigma au carré. Est-ce qu'elle suit la loi normale ou non? Donc, c'est pour cela, on a la proposition suivante. n-1 fois s au carré sur sigma au carré, elle suit, vous remarquez ici, dans le cas m est inconnu, on multiplie par n-1, on va remplacer l'expression précédente, le n fois s au carré sur sigma au carré, on va multiplier par n-1, comme vous voyez ici, voilà, on multiplie par n-1 et on divise par sigma au carré les cas, la statistique s au carré. Et donc, elle suit la loi de Q2 maintenant à n-1 degré de liberté. Donc, n-1 degré de liberté. On fixe les idées par un exemple. On fait l'hypothèse que la taille en centimètres des 3000 étudiants masculins d'esprit est une variable aléatoire distribuée normalement de moyenne inconnue et de variance 100. Un échantillon de taille 25 est sélectionné de cette population. Quelle est la probabilité que la variance échantillonnale S au carré soit au plus égale à 151,62? Et si je jette le ballon à vous pour me répondre à cet exercice. On détermine la taille de l'échantillon, on détermine la distribution de la statistique réduite, on détermine la moyenne si elle existe, la variance si elle existe, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut calculer tout d'abord? Probabilité de quoi on veut calculer? Allez-y. Variance soit Variance. S au carré, soit supérieur ou égal Attention ici, qu'est-ce que vous avez dit? Merci pour votre réponse, mais qu'est-ce qu'il a dit? Soit au plus égal à 150. Donc, au plus égal à 151. Est-ce qu'elle peut dépasser 151? Non. Non. Non, donc c'est inférieur ou égal à quoi? 151. Donc, notre objectif est de trouver la probabilité pour que S au carré inférieur ou égal à 151,62. Sachant quoi? Sachant tout d'abord la taille de l'échantillon à quoi égale? Est égal à 25. L'échantillon est égal à 25. Et donc, qu'est-ce que je vais écrire? C'est la probabilité. Je suis dans le cas où la variante la moyenne est inconnue. Je sais que la moyenne ici est inconnue. Donc, on va placer dans notre cas où n-1 donc est égal à la probabilité. Donc, on va chercher la loi de Q2 à n-1 degré de liberté. Donc, on va multiplier par n-1. Pourquoi? Car la moyenne est inconnue. Donc, n-1 multiplié par s au carré divisé par sigma au carré, elle suit cette variable aléatoire, cette statistique-là, elle suit la loi de Q2 à n-1 degré de liberté. On va appliquer les transformations à 151,72. Donc, 151,72,
multiplié par la taille de l'échantillon, donc ici, par la taille de l'échantillon moins 1, donc c'est égal 25 moins 1, donc c'est 24. Il faut faire attention, c'est 25 fois, je m'excuse, 25 moins 1, c'est 24. Voilà, 24, le tout divisé par sigma au carré. Dans notre cas, normal de moyenne inconnue et de variance est égal à 100. Donc, on va diviser par la variance. Ici, ce n'est pas le cas pour la moyenne pour diviser par l'écart. Pour la variance, on divise par la variance. Ici, on met tel qu'il est égal à 100. Dans le cas où on parle de distribution échantillonnale de la moyenne, on divise sur l'écart actif. Ici, sur 100. Et il nous reste seulement, bien sûr, cette loi-là, elle suit n-1 fois s au carré sur sigma, elle suit la loi de qui 2 à n-1 degré de liberté. On met xi, on indice n-1 au carré. Il nous reste seulement à calculer la probabilité demandée. Et donc, probabilité pour que y inférieur, après calcul, on va trouver 151,72 multiplié par 25 moins 1 sur 100. On va trouver c'est égal à 36,41. Ici, on a les tables de la loi normale. Et la loi normale, et la loi de qui 2 et la loi de Student, c'est la probabilité supérieure. C'est-à-dire la probabilité que la variable aléatoire demandée supérieure à une constante. Et si, puisqu'on a probabilité pour que y inférieur à 36,41, j'utilisais 1 moins la probabilité de l'événement complémentaire, c'est-à-dire 1 moins la probabilité pour que y supérieur ou égal à 36,41. Ici, la question qui se pose, pourquoi on a mis malgré inférieur ou égal, on n'a pas mis supérieur strictement ou supérieur ou égal, c'est la même chose, car la probabilité pour qu'une loi continue, la probabilité pour que y égale à une constante égale à 0. Donc, l'ajout de 36,41 n'influe pas sur le calcul de probabilité supérieure, c'est-à-dire strictement à 36,41, égale à la probabilité pour que y supérieur égale à 36,41. Et donc, voilà, on lit la table de la même manière. Donc, on va chercher dans la ligne 24, maintenant, la ligne qui contient le degré de liberté 24, une valeur approximative à la quantité 36,41, et on va lire la probabilité qui vaut 0,05. Donc, 1 moins 0,05 est égal à 0,95. Et voilà, on a terminé pour la moyenne empirique, on a terminé pour la variance empirique dans le cas où M est connu et M est inconnu. On a vu que pour X et N bar, la taille de l'échantillon influe sur le résultat. Contrairement au cas de la variance, distribution de la variance, la taille de l'échantillon n'influe pas. Vous prenez pour n'importe quel choix de N, vous trouvez la loi de qui 2. Mais il faut faire attention, si M est connu, donc on va résumer ce résultat-là dans le tableau suivant. Donc voilà, vous avez un tableau de résumé. Si M est connu, donc S au carré, quel que soit le choix de N, et on se place dans le cas habituel, c'est-à-dire les variables aléatoires, elles suivent la loi normale de moyenne M et d'écart type sigma. Donc S au carré est égal à 1 sur N, la somme des X, Y moins Z. M est connu, donc on va directement mettre M ici, mais si M est inconnu, on va l'estimer par la moyenne empirique, on va remplacer le xi moins xn bar le tout au carré, on va trouver y, elle suit n moins 1 fois s au carré sur sigma au carré, elle suit la loi de Q2 à n moins 1 de degré de liberté. Voilà, on termine le cours par l'estimation, par la distribution échantillonnale de la proportion F, soit x1 jusqu'à xn échantillon aléatoire, tel que les x et y sont de la loi de Bernoulli de paramètre P, où le paramètre P est inconnu, c'est un caractère qualitatif, c'est-à-dire si vous prenez le cas où les pièces, la fréquence ou bien la proportion des pièces défectueuses fabriquées par une machine, donc elle suit la loi B de P, donc chaque pièce, donc elle ou bien elle est défectueuse ou non défectueuse. Donc on va placer automatiquement au caractère qualitatif,
ce caractère n'est pas mesurable. Si on, par exemple, le caractère qualitatif, c'est-à-dire malade, non malade, défectueux, non défectueux, couleur des yeux. Donc, c'est un caractère qui n'est pas mesurable. Donc, si on veut estimer la probabilité, cette P-là, de la loi de Bernoulli, on va utiliser la moyenne empirique. F, pourquoi on va utiliser la moyenne empirique? C'est tout simplement, je sais que E de xn bar, par définition, E de xn bar est égal à E de x. Or, l'espérance, la moyenne de la loi de Bernoulli est égale à le paramètre à estimer. Et donc, xn bar, c'est un estimateur sans biais de la proportion P demandée. Et donc, c'est un estimateur sans biais. Voilà. Donc, voilà où X, c'est le nombre de fois où le caractère apparaît dans l'échantillon. Donc, c'est-à-dire, si je prends un échantillon, je vais mettre X, donc c'est X sur N. X, c'est le nombre de fois où le caractère apparaît dans un échantillon. C'est-à-dire, si vous prenez un échantillon de taille égale à 100, vous comptez le nombre de pièces, par exemple, défectueuses. Et vous le divisez par la taille totale, qui est égale à 100. Vous trouvez une estimation ponctuelle de la proportion demandée. Par définition, donc c'est I la somme des X et Y des variables aléatoires de Bernoulli, N variables, la somme de N variables aléatoires indépendantes de Bernoulli à N variables, elle suit la loi binomiale de paramètres N et P, de N et P avec P. C'est la probabilité pour que x1 égale à 0 et x1 égale à 1 dans la loi de Bernoulli. Bien sûr, x elle suit PNP, E de x est égal à n fois P, et variance de x n fois 1 moins P. Et vous avez la proposition suivante qu'on va apprendre. Cette proposition, qu'est-ce que nous dit? Soit x1, xn, n échantillon, tel que xi suit la loi de Bernoulli du paramètre P, ou P sur le paramètre à estimer, alors la fréquence f est égale à 1 sur n, la somme de i égale à 1 jusqu'à n des x et i, la moyenne des variables aléatoires. Avec E de f, on a déjà montré qu'il est égal à f, car E de xn bar est égal à E de x, or la moyenne de la loi de Bernoulli est égale à P est égal, donc f c'est un estimateur sans biais de P. Et variance de f par définition est égale à P fois 1 moins P sur n. Donc si la taille de l'échantillon est assez grande, et n fois P, la condition suivante aussi appliquée, donc ce n'est pas seulement sur la taille de l'échantillon, il faut que la taille de l'échantillon supérieure à 30, n fois P supérieur égal à 5, et n fois 1 moins P supérieur à 5 aussi. Donc on a 3 conditions à vérifier avant d'appliquer le théorème. Et le théorème est donné comme suit. F, elle suit la loi normale de moyenne P et d'écart qui est racine carrée de P fois 1 moins P sur N. Et donc, l'écart réduit est égal à F moins P sur racine carrée de P fois 1 moins P sur N. Elle suit la loi normale centrée réduite. Donc, dorénavant, si vous avez la caractérisation, vous cherchez à estimer la proportion. Donc, on va utiliser xn bar avec les xi suit la loi de Bernoulli du paramètre P. Et sa distribution, elle suit aussi la loi normale dans les conditions, 3 conditions suivantes. La taille de l'échantillon supérieure à 30 et n fois P supérieur à 5 et n fois 1 moins P supérieur à 5. Si ces 3 conditions sont applicables, donc je peux dire que f, elle suit la loi normale de moyenne P et d'écart qui est par racine carrée de P fois 1 moins P sur N. C'est tout simplement, on a appliqué le théorème de limite centrale pour ceci. Voilà, proposition. Je jette le ballon à vous pour chercher la réponse à la question. L'espérance de la fréquence d'échantillon égale à la probabilité, donc proposition, l'espérance de la fréquence d'échantillon égale à la probabilité théorique d'apparition dans la population. Lorsque la taille de l'échantillon augmente, la variance de f diminue, ce qui est logique
plus d'informations, plus probable que la proportion observée dans l'échantillon soit plus proche. C'est-à-dire, si je prends une taille de l'échantillon plus grande, plus que je suis plus proche de la valeur de P. Voilà. On termine par un exemple. On étude. Est-ce que vous y êtes ou non? Vous y êtes ou non? Oui. Oui. On va terminer par un exemple. C'est le cours, par un exemple, une étude affirme que 30% des citoyens de la population tunisienne effectuent régulièrement des achats en ligne. Prenons alors un échantillon de taille 100 personnes. Quelle est la probabilité qu'au moins 40% parmi ces interrogés font des achats en ligne? Donc, qu'est-ce qu'on doit vérifier tout d'abord avant d'appliquer les résultats? À quoi égale la taille de l'échantillon tout d'abord? Allez-y. Allô? Allez-y, la taille de l'échantillon. 100 personnes. Donc, est-ce qu'on a N fois P supérieur à 5? N fois P, on a une étude affirme que 30% des citoyens. Donc, N fois 30%, donc c'est 100 fois 0,3, 100 fois 0,3 Égal à 30. est égal à 30 supérieur à 5. Ici. Très bien. N fois 1 moins P maintenant. On va vérifier est-ce que N fois 1 moins P supérieur à 5 pour appliquer le résultat. Donc, 100 multiplié par 0,7. Multiplié par 0,7 est égal à 70. Qui est égal à 70 supérieur à 5. Ah, ici, je peux appliquer mon résultat qui dit que l'écart réduit, donc la distribution de F, elle suit la loi normale de moyenne P. Dans notre cas, le P est égal à 0,3, de moyenne 0,3, et d'écart type racine carrée de P fois 1 moins P, c'est-à-dire 0,3 fois 0,7, c'est 1 moins 0,3, c'est 0,7, divisé par la taille de l'échantillon. Or, la taille de l'échantillon ici égale à 100. Et il nous reste seulement à calculer avec l'écart réduit, Z, bien sûr, c'est égal à F moins 0,3 sur l'écart, ce qui est égal à 0,3 fois 0,7 le tout sur 100. Elle suit la loi normale centrée réduite. Et vous appliquez le résultat pour trouver la probabilité de quoi? Donc, quelle est la probabilité qu'au moins 40% parmi ces interroges font achat en ligne. Donc, probabilité pour que F soit au moins, donc supérieur ou égal à 40%, c'est-à-dire 0,4. Donc, on effectue la transformation de la fréquence, c'est-à-dire F moins 0,3 sur racine carrée 0,3 fois 0,7 sur 100. Donc, F, pour trouver tout simplement Z supérieur à une autre valeur. Donc, finalement, le calcul va donner F, on va le transformer pour trouver une loi normale centrée réduite pour lire de la table directement. C'est F moins P sur racine carrée de P fois 1 moins P sur N, c'est-à-dire supérieur ou égal 0,4 moins 0,3 sur 0 racine carrée de 0,3 fois 0,7 sur 100. Donc, F moins P, elle suit la loi normale centrée réduite. Donc, c'est Z.
supérieur à 2,18. Comment on peut lire? Donc, je sais que 2,18, elle 0,08. Et donc, vous placez dans la ligne de 2,1 et la colonne qui contient 0,08, où vous faire l'intersection, vous trouvez que la probabilité, ce n'est rien d'autre que 0,1463. 0,1463. Et merci pour votre attention. On a terminé notre cours. Il nous reste seulement un exercice dont la réponse de ces questions-là, j'ai déjà montré dans ce cours-là. Donc, il vous reste à faire dernier exercice de l'aspect en asynchrone. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Merci, monsieur. Merci, monsieur. De rien, merci à vous. Merci pour votre attention, Merci. pour votre réaction sur le classroom et sur votre interaction dans la boîte de discussion. Est-ce que les grandes lignes, c'est bon pour les distributions d'échantillonnage? Ça va, monsieur. Voilà. Eh bien, merci. Bon. Donc, Chaya Taïba. je dis Chaya Taïba. Donc, Salam, je suis la bonne révision. Je vous rappelle, c'est une occasion pour vous rappeler. Le test sera passé la semaine prochaine, Inch'Allah. Monsieur Blay, شنو les chapitres ils sont inclus dans le test? Donc,